Suite au drame du 4 mars 2012 qui a endeuillé le peuple congolais, M. Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, très touché par ce sinistre, a réagi au micro de Forum Radio-Télévision des droits de l'homme pour parler de la prise en charge des sinistrés, de l'action du gouvernement et de la contribution de son ONG. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina. Vous avez déjà réagi le 4 mars 2012 au CHU à la suite du drame. Est-ce qu'il y a du nouveau président? Le nouveau, simplement, c'est de préciser que l'ampleur des dégâts a été minimisée par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. L'ampleur de la catastrophe est incroyable. Et donc, le nouveau, simplement, c'est pour dire qu'il a été sous-estimé. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la catastrophe est un cataclysme. Et donc, à ce niveau-là, il faut évidemment dire qu'il y a énormément à faire et il y a une grande responsabilité qu'il faut dégager. En tant que président, vous également, habitant de ce secteur-là, est-ce que vous avez été personnellement touché également? Oui, personnellement, j'ai été touché. Ma maison a été soufflée par sa toiture. L'endroit où nous avons bondi, le cinéma Ebina, a été touché. Beaucoup de maisons, dont le patrimoine des Ebina, ont été touchés. Mais le plus important, il faut rappeler que nous sommes vivants. Et avec des gens qui ont perdu leur vie, le bien matériel n'a peu d'importance. Bien, pratiquement 6 jours après ce drame, est-ce qu'on peut évaluer à peu près les dégâts causés? Bon, écoutez, moi je suis responsable d'une fondation, donc je peux vous donner l'ampleur. Mais je crois que d'une manière visuelle, nous regardons très bien que l'étendue d'une surface de la République de Brazzaville a été effacée. Et ça, cela est dramatique. La Fondation Ebina s'est dépêchée les premières heures d'aller sur le lieu pour pouvoir assister les malades. Lorsque l'événement est arrivé, moi je vous raconte ce qui s'est passé le 4 mars, vers 8 h, lorsque l'événement arrive, moi je sursaute de ma maison. Et évidemment, dans l'esprit humanitaire que nous avons, j'ai voulu courir d'aller vers les lieux. C'est là où il y a une deuxième détonation qui était extraordinaire. Et donc on s'est organisé à s'abriter. Et donc j'ai rassemblé quelques membres de la Fondation pour courir vers les hôpitaux et trouver quelques médicaments. Et donc nous avons commencé à distribuer quelques médicaments à l'hôpital du CHU. Et donc c'est pour dire que la catastrophe est immense. Bien, après donc, ce drame, il y a l'organisation de la prise en charge du gouvernement. Que pensez-vous de ce que le gouvernement est en train de faire actuellement? Vous savez, dans l'ensemble, le gouvernement a montré une grande incapacité de la gestion nationale. Ce qui s'est passé, justement, est une preuve, justement, qu'ils sont dépassés. Et ils l'ont toujours été depuis de longues années. Et donc, j'ai personnellement visité les endroits des sinistrés. La Fondation, personnellement, est en train de travailler. Là, je vous parle, je viens d'un endroit à Combo où nous avons apporté de l'eau, quelques vêtements pour soulager les familles. Mais nous nous rendons compte simplement que l'endroit est submergé, l'endroit n'est pas organisé. Donc, ils sont totalement dépassés. Que pensez-vous de l'allocation que le gouvernement compte accorder? Écoutez, nous aurons appris que le gouvernement a décidé de débloquer une somme de près de 3 millions. Déjà, il faut préciser que la République est gérée d'une manière sans concertation. Il n'a pas été demandé aux familles de sinistrés qu'est-ce qu'ils en pensaient. Il y a déjà un point qui m'a choqué, il faut que je tienne à vous le préciser aujourd'hui, c'est que déjà, ils avaient d'abord demandé de débloquer une somme de 500 000 francs. Ils ont donné 500 000 à certaines familles. Après, ils ont pensé débloquer 250 000 francs. Donc, ce qui veut dire que déjà, certaines familles avaient touché 500 000 et 250 000. Bon, vous savez, tous ces montants ne reflètent pas, vous voyez, la douleur et puis tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne l'inhumation et tout ce qui suit ensuite. J'ai été aussi choqué de constater que la gestion n'a pas été bien faite. Je vous donne un exemple très simple. Dans des endroits des sinistrés, j'ai été interpellé par des refuges, par des sinistrés de la RDC, qui m'auraient précisé que les responsables de la police avaient demandé qu'ils libèrent les lieux. J'étais outré, parce que lorsque cette bombe est arrivée, la bombe n'a pas choisi les nationalités. Tous ceux qui vivent sur ce site avaient été touchés. Donc il faut un peu plus de considération pour la dignité humaine. Nous ne parlons pas de région, nous ne parlons pas de nationalité, nous parlons simplement des sinistrés en général. Donc c'est pour dire que le gouvernement devrait être plutôt en concertation avant de décider, parce qu'à force de décider, on finit par décider pour soi-même. Et je pense qu'il ne décide pas assez en ce qui concerne le bien-être de la population. Vous êtes une ONG et on suppose que vous êtes en contact avec les sinistrés. Alors comment se fait, est-ce que ça se fait déjà, la reconnaissance des morts, des parents qui ont perdu?
ils ont fait? Nous ne travaillons pas dans ce cadre-là, mais ce qui se fait au niveau des sites, c'est un certain listing, mais qui n'est pas bien organisé, parce que je vous donne un exemple, à Combo par exemple, lorsque vous constatez qu'il y a près de 4000 personnes, et au moment où je vous parle, il n'y avait même pas de toilettes à l'extérieur. Comment peut-on gérer les hommes de la sorte? Et donc il y a tout un quartier, il y a beaucoup de personnes du quartier qui viennent rentrer dans ces sites, donc ce n'est pas bien organisé. Lorsque je vois cet endroit, je pense au Congo. Le Congo est comme ça, mal organisé et mal suivi. Donc l'expression de la gestion du Congo se fait ressentir dans la gestion des sinistrés. Bien. Est-ce que vous avez des contacts avec les ONG qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une coordination? Comment on fait? Bon, mais nous, chacun dans la mesure du possible essaie d'apporter une contribution. Nous avons reçu énormément d'apports et d'appels de l'extérieur. Je tiens à remercier les donateurs qui nous ont appelés de la diaspora. Monsieur Chikaya nous a envoyé une somme de $1000. C'est un Congolais patriote qui est au niveau des États-Unis pour justement donner sa contribution à l'aide sociale, à l'aide aux sinistrés. Donc nous demandons aux personnes, nous avons demandé aux personnes de bonne volonté de venir contribuer, donc beaucoup sont venus, et d'autres organisations essaient de s'organiser de leur part, essaient de faire par rapport à leur niveau et leurs moyens, et donc chacun essaie d'apporter, si vous voulez, une petite contribution. Est-ce qu'on peut estimer la dimension de votre contribution en tant qu'ONG? Bon, la dimension, je ne sais pas comment je pourrais quantifier cela. Dès les premiers jours, nous avons commencé à agir. Nous avons obtenu un camion de 16 000 litres d'eau que nous avons obtenu il y a quelques jours après le sinistre. Nous avons négocié financièrement pour obtenir ce camion-là. Donc c'est un camion de 16 000 litres que nous avons alloué spécialement pour les sinistrés. Donc c'est un camion qui se balade dans la ville, dans les endroits des sinistrés pour distribuer de l'eau. Et nous avons aussi dégagé des fonds pour... Nous sommes actuellement en train d'attendre un camion conteneur qui a à peu près 25 tonnes de vivres que nous allons également distribuer dans le site. Donc pour vous dire le montant ou bien ce qu'on peut quantifier, voilà un petit peu les actions que nous menons. Votre coup de gueule ce jour-là, vous avez demandé la démission du président. Est-ce que c'était émotif ou bien maintenant que vous êtes calmé? Je pense qu'aucun Congolais ne peut se calmer, parce que je ne sais pas c'est quoi se calmer lorsque tout un peuple perd une population, perd une partie de la population. Mon expression est l'expression même de la réalité congolaise. Vous savez, les dirigeants congolais nous ont montré depuis de longues années leur irresponsabilité. Car vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas pu sécuriser les paisibles populations. Parce que je pense que gouverner, c'est également prévoir. Et donc, ils n'ont pas prévu le bien-être social, le bien-être de ces populations dans cet endroit-là. Et donc, de surcroît, je pense qu'il y a d'innombrables blessés, il y a d'innombrables morts, et la responsabilité incombe à qui? Qui est responsable? Moi, je voudrais ici que l'on pose certaines questions. Qui est responsable de la sécurité des Congolais? Qui est responsable? Qui est le commandant en chef de l'armée? Qui, aujourd'hui, donc, peut nous demander de ne pas expliquer les choses? Moi, j'ai simplement réagi par rapport à la réalité congolaise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, devant l'histoire, le gouvernement devrait démissionner. Je crois qu'aucun Congolais aujourd'hui ne peut accepter le péril d'autant d'innocents. Je crois que ce serait irresponsable. Je voudrais aussi savoir comment peut-on expliquer aux générations futures le manque d'indignation et de révolte suite à ce genre d'horreur. Personnellement, je crois que nous ne devons pas être complices de cela. Tout Congolais, l'endroit où il se situe, ne peut pas être complice, il ne peut pas avoir une indifférence par rapport à la mauvaise gestion nationale, par rapport à la mauvaise gouvernance. Le président de la République, devant la mémoire de nos compatriotes disparus, devant l'histoire et devant la conscience nationale, devrait démissionner afin de laisser le Congo se reconstruire sur de nouvelles bases. C'est simplement, si vous voulez, l'expression d'une réalité. Lorsque vous regardez l'histoire du Congo, vous regardez la gestion des dirigeants actuels, nous nous rendons compte qu'ils ont malheureusement montré leur démission. Et aujourd'hui, ils devraient justement prendre leur courage et l'affirmer haut et fort. Bien, Président, certainement une dernière question. Vous êtes une grande ONG, vous avez l'expérience de ces genres de situations certainement. S'il y a un conseil à donner au gouvernement maintenant, à la veille de ce que nous allons vivre demain, c'est-à-dire l'environnement de nos frères et sœurs disparus, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que le gouvernement devrait comprendre simplement que l'histoire de la République, parce que ce qui est arrivé est comme... Vous savez, lorsque j'entends 200 morts, je dis c'est pas possible. Si vous nous parlez de 200 morts, dans la caserne militaire, il y avait près de 600 militaires. Si vous parlez de 200 morts, vous ne vous rendez pas compte de l'étendue des dégâts.
Un secteur a été rasé. Soyons responsables, messieurs, devant l'histoire et devant la nation. Il est important d'être responsable devant sa conscience. Et comme je l'ai dit, je pense que le gouvernement devait prendre ses responsabilités et démissionner. Et démissionner aujourd'hui, ce serait justement l'expression du respect qu'ils ont pour les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter la mémoire nationale. Il faut respecter la mémoire de ces Congolais qui sont partis innocents quand ils méritaient. Et aujourd'hui, si vous regardez le message, on parle que de civils. Mais il y a nos frères militaires également qui ont disparu. On ne parle pas de leur mort, on ne parle pas de ce qui leur est arrivé. Cela est bien dommage. Et je pense que nous devons être conscients. Notre degré d'indignation doit s'avérer nécessaire. Nous ne pouvons pas accepter dans notre République ce genre d'événement sans pour autant s'indigner. Ce serait, si vous voulez, être complice à un génocide. Bien, merci, Président. Mais en marge de ce drame que nous venons de vivre, certainement un mot ou une impression sur la chaîne Forum Télévision des problèmes que vous venez de visiter. Avant d'évoquer ce que je pense de votre chaîne de radio et de télévision, je voudrais dire une chose. Le même gouvernement avait évoqué le besoin d'établir un couvre-feu dans la zone sinistrée. Mais je tiens aussi à préciser que la même zone sinistrée, lorsque le couvre-feu est engagé, toutes les maisons sont pillées. Ce n'est pas acceptable. Qui pille ces maisons-là? Est-ce les militaires qui sont là pour garder qui pillent les maisons? Ce n'est pas normal. Les prises d'électricité sont relevées, les barres de sécurité, ce n'est pas acceptable. Donc, déjà, on ne sécurise pas tout un secteur. Maintenant, on ne peut même pas sécuriser une petite zone. Vous voyez l'incapacité de gestion. Ce n'est pas normal. Je vous rappelle qu'il y a des familles qui ont tout perdu. Près de 40 ans de vie, des gens qui ont tout perdu complètement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle expression le président de la République devrait prendre en compte toutes ces réalités-là. Je crois que la question ne se pose pas aujourd'hui, elle devrait se poser déjà. Je tiens simplement à préciser en ce qui concerne votre chaîne et votre radio, que pour moi, je crois que vous incarnez l'expression d'un Congo qui a besoin de liberté, qui a besoin de liberté d'expression. La liberté d'expression, selon la culture, si vous voulez, anglophone, même étrangère, même une culture qui avance, a besoin d'être établie pour permettre qu'il y ait une transparence dans toutes choses. Lorsqu'il y a une transparence de vérité, il y a également une transparence de gestion parce que tout est dit tout haut. Et voilà pourquoi je me permets de vous dire que je pense que vous êtes un modèle d'exemple dans, si vous voulez, dans ce monde médiatique qui est le Congo-Brazzaville. Merci.